et à tous et bienvenue à ce quickie intitulé Web Accessibility du design au code, comment tendre vers davantage d'inclusion. Je m'appelle Marjorie Aubert et j'ai commencé à travailler en tant que conseillère nationale en prévention des risques professionnels pour le secteur agricole. C'est un poste que j'ai occupé pendant 6 années, durant lesquelles j'ai effectué des missions de PO, mais j'ai également traité des questions de maintien et d'accès à l'emploi, que ce soit après un accident du travail ou une maladie qui peut être d'origine privée ou professionnelle. Il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant, j'ai fait le choix de me reconvertir en tant que développeuse web et j'ai rejoint l'équipe de Comet. Naturellement, les questions d'accessibilité du web m'ont particulièrement intéressée, mais également sur un plan plus personnel. Alors Comet, pour vous en dire quelques mots, c'est une entreprise qui propose d'organiser des séminaires et des événements d'entreprise dans des lieux colorés et originaux, comme vous pouvez le voir ici. Et mon équipe est composée de 9 personnes, 6 développeurs et développeuses, 2 personnes côté produit et l'un de nos 3 cofondateurs qui représente la partie business. Et maintenant, je vais vous proposer de fermer les yeux ou non, mais en tout cas de vous projeter, d'imaginer quelle page web va vous être décrite avec un audio issu d'un lecteur d'écran. Attention, c'est parti. Ah, alors attendez. Petit problème technique, je recommence. Tac. Ah, alors, deuxième tentative, là ça va être bon. Vous êtes actuellement sur Élément Texte. Cet hiver, choisissez de vous évader. Nous nous occupons de tout. Nos destinations coup de cœur symbole de carte cœur rouge, Grande Roue Image, Londres. Ville de nuit Image, Matra. Avion sur tarmac Image, Reykjavik. Bouton, découvrir toutes nos destinations. Où nous rencontrer. Rennes, 35, Aix-en-Provence, 13, Paris 5e, 75 005, Évasion et Voie SARL, Chemin des Murs, 13 090 Aix-en-Provence. Contact @évasion.com. Symbole tout droit réservé 2023 Évasion SARL. Et maintenant, voici la page web en question qui vient de vous être décrite. Alors, qui parmi vous est surpris, peut-être par des éléments, ou en tout cas ce qu'il peut voir, ou le décalage entre ce qu'il avait pu s'imaginer et la réalité? S'il vous plaît, levez la main. Alors, on est nombreux à avoir ce sentiment-là, et pourtant, les lecteurs d'écran, c'est dans le cas des personnes malvoyantes ou non-voyantes, le seul moyen de pouvoir accéder au site web. Alors, le handicap, en France, c'est 1 personne sur 5 à 1 personne sur 6, soit 15 à 20% de la population. Alors, pourquoi une estimation? Parce que derrière le mot de handicap, ça regroupe une grande diversité de cas, de situations, et certaines peuvent être temporaires ou plus longues. Ce qui est important de préciser, c'est que 80% de handicaps sont non visibles. Alors, quand on parle d'accessibilité du web, ce qu'on met derrière, c'est le fait de pouvoir accéder à l'information, accéder au numérique, mais également pouvoir y participer et créer du contenu. Et ces 3 composants sont vraiment intrinsèquement importants pour pouvoir parler de sites accessibles. Pour aller un petit peu plus loin, l'accessibilité du web, ça a été reconnu comme un droit humain par les Nations Unies. Et pourtant, on constate aujourd'hui, par exemple, dans une enquête qui a été publiée en 2002 par la Web Accessible Initiative, que 96,8% des homepages sont non accessibles, c'est-à-dire qu'il y avait au moins une erreur constatée parmi les critères principaux. Alors bien sûr, on n'est pas démunis pour pouvoir tendre vers plus d'accessibilité. Au niveau mondial, le World Wide Consortium, ou W3C, a mis en place des guidelines, les WCAG, qui permettent de donner des repères de conception, des repères pour pouvoir développer des applications et des sites web plus inclusifs. En France, la déclinaison, c'est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, ou RGA. Donc dans ces guidelines, on retrouve un ensemble de critères, 106 critères, qui vont avoir des niveaux différents, en fonction des niveaux d'exigence différents, qui vont aller de la lettre A à la lettre AAA. Et pour vous donner un petit peu plus de contenu, si vous allez sur le site du RGAA, vous allez avoir ces 106 critères qui vont être répertoriés en 13 catégories. Et pour chacun des critères, vous allez retrouver une description, mais également un contexte sur pourquoi on a mis en place ce critère-là, le lien vers les textes à la fois européens, mais également au niveau mondial. Et vous allez avoir également des tests pour pouvoir les mettre en place.
Alors, je vous parle d'accessibilité du numérique, mais au quotidien, comment faire? Alors, l'accessibilité du numérique, c'est finalement une formidable opportunité de changer de perspective. Quand on est designer, ça peut être une bonne opportunité de se questionner. Comment l'information est-elle transmise? Par quel biais? Est-ce qu'elle est uniquement faite de manière visuelle? Est-ce qu'il y a du texte, des images, etc. Alors pour vous aider, sur le site du W3C, vous avez des personas qui sont disponibles pour vous permettre de mieux vous représenter finalement les différents cas de figure. Toujours côté design, je voulais vous parler du design system. Donc le design system, finalement, on peut concevoir ça comme une bibliothèque de composants dans lequel on va pouvoir venir piocher, que l'on soit designer ou développeuse, peu importe le métier. Et on va pouvoir se concentrer sur construire un design system qui va être accessible et qui va répondre du coup aux différents critères. Et pour ça, je voulais vous parler de Storybook qui finalement l'intègre. On peut tester via Storybook les principaux critères et du coup identifier facilement si on a des manquements ou autres, ou des points à améliorer. Et sur Figma, vous avez des plugins que vous pouvez rajouter qui vous permettent de les mettre en place. Alors, dans nos identités de marque, les couleurs jouent un rôle important, mais c'est également très important en termes de lisibilité. Alors pour identifier si deux couleurs vont bien ensemble, au-delà de l'appréciation qu'on peut en avoir à titre personnel, on peut calculer un ratio de contraste. Alors le ratio de contraste, c'est la valeur de la luminance ou la quantité de couleur émise, par exemple du texte, qui va être calculé en ratio par rapport à celle de l'arrière-plan. On compare toujours une couleur par rapport à une autre. Ainsi, on va obtenir une valeur qui va être comprise entre 1 et 21. Et plus on va tendre vers 21, plus on va avoir un ratio de contraste qui va être élevé. Et pour autant, si vous regardez sur la droite, un même jeu de couleurs peut être perçu différemment. Autant nos destinations coup de cœur, ça paraît assez lisible. Autant le texte en haut à gauche, vous allez me dire peut-être que certains ne l'avaient pas vu. Et maintenant que je vous le pointe, c'est beaucoup moins lisible. En tout cas, ça paraît. C'est la raison pour laquelle, dans les repères de conception, on a un contraste qui est contextualisé à la taille du texte. Pour les textes qui vont être dits petits, inférieurs à 24 pixels ou 19 pixels si c'est du gras, on va conseiller un ratio de 4,5 pour 1. Alors que pour les textes qui vont être plus grands, un ratio de 3 pour 1 va être suffisant. Alors je vous propose deux outils, Color Contrast Shaker pour calculer facilement ces ratios de contraste, et un qui est un petit peu moins connu, Color Oracle, qui est spécialisé pour le ratio de contraste, mais du point de vue du daltonisme. Alors dans nos différents sites web, mais également dans les emails qu'on peut envoyer, etc., on peut voir des emojis. Et je voulais vous faire un point particulier sur cette question-là. Parce que déjà, quand on est bien voyant, c'est pas toujours évident de faire la différence entre deux emojis. Si je vous ai mis les quatre sur le côté. Mais alors, quand on est malvoyant, ça devient rapidement un enfer. Donc là, je vous ai mis la perception que peuvent avoir les personnes malvoyantes des différents emojis. Il est quasiment impossible de faire la différence. Et alors, lorsqu'on est non-voyant et qu'on utilise un lecteur d'écran, alors là, ça se complique encore plus, puisque chaque lecteur d'écran ou système va traduire de manière différente les emojis. Par exemple, dans l'exemple que vous avez écouté, le cœur a été traduit par symbole de carte cœur rouge, mais dans un autre contexte, vous pouvez l'avoir le mot amour ou cœur rouge. Alors au mieux, ça va donner une situation cocasse. Au pire, ça va conduire à des erreurs, de la confusion, une mauvaise compréhension. Donc il est plutôt recommandé de mettre les emojis en début ou en fin de phrase et que ce ne soit pas le seul moyen de transmettre l'information. Et également, je voulais vous mettre en avant que les contrastes élevés, c'est finalement utile pour tous, tout simplement parce que ça rend l'utilisation beaucoup plus confortable pour tous les utilisateurs et les utilisatrices, notamment dans les environnements avec beaucoup de clarté, donc l'extérieur typiquement. Alors, on a parlé de design, mais maintenant passons à l'étape où on rédige nos tickets et donc nos user stories. Alors, un point qui est intéressant, c'est de les enrichir avec du coup des parcours. Tout simplement parce que même si chacun des composants peuvent être accessibles, ça ne signifie pas que l'ensemble va l'être. Donc ici, vous avez un formulaire et l'idéal, ce serait de dire, bah voilà, en navigation clavier, je veux que ça fasse prénom, nom, etc. Et du coup, ça va permettre de guider les développeurs quand ils vont implémenter le code pour avoir finalement directement quelque chose qui va être représentatif du parcours utilisateur ou de l'utilisatrice.
Alors ici, c'est un formulaire assez simple, mais si on tend vers des formulaires beaucoup plus complexes, ça devient d'autant plus intéressant. Et donc, passons au code. Alors, dans l'exemple que vous avez écouté, il n'y avait aucune balise sémantique, à l'exception de la balise image et de la balise bouton. Et du coup, ça vous a privé de beaucoup d'informations, notamment ceci est un titre, ceci est un sous-titre, un paragraphe, etc. Et vous n'avez également pas eu de sommaire qui vous a été proposé. Donc les balises sémantiques en HTML sont vraiment importantes pour contextualiser l'information et la structurer. L'autre point important, c'est que je voulais vous parler, ce sont les balises ARIA que vous avez en bas, qui vont permettre de guider les lecteurs d'écran et qui vont être d'une grande aide du coup pour les personnes qui utilisent des lecteurs d'écran. Et alors, un point qui va être un peu un fil rouge de tout ce quickie, c'est le contexte, le contexte, le contexte. Tout simplement parce que tout ce que je vous dis, ça va être vrai dans un certain contexte, un peu moins vrai dans un autre, et c'est à vous en fait de prendre du recul et de vous dire là c'est pertinent de transmettre telle information ou telle autre. Par exemple, pour les alternatives textuelles, eh ben, on va avoir besoin de plus ou moins de détails en fonction du contexte. Il va être parfois aussi plus intéressant d'utiliser des verbes d'action. Par exemple, la loupe, plutôt mettre rechercher, chercher, que la loupe en tant que telle, ça apporte moins de sens pour l'utilisateur. Et du coup, si je prends cet exemple, plutôt mentionner la pagode ou le mont Fuji, bah, la réponse, ça va être le contexte. Puisque dans un certain contexte, l'utilisateur va avoir besoin de dire voilà, la pagode, c'est ça qui va me permettre d'avancer, ou dans un autre cas, ça va être le mont Fuji. Alors lorsqu'on code aujourd'hui, finalement, on n'est pas tout le temps seul. L'IA a fait l'entrée dans notre quotidien. Et comme le soulignait Thomas Doms, qui est le CEO de GitHub Copilot, le 25 octobre 2023, ça y est, on a dépassé le 1 million d'utilisateurs payants. Donc ça montre bien que finalement, dans le quotidien des développeurs et des développeuses, ce sont des outils qui sont rentrés dans notre palette d'outils. Donc GitHub Copilot, comme ChatGPT, ce sont des Large Language Models, ou LLM. C'est-à-dire que ce sont des programmes d'intelligence artificielle qui vont être entraînés sur du texte et qui vont être capables de proposer de générer du texte. Alors GitHub Copilot a été entraîné sur les repos publics donc de GitHub. Et j'aimerais du coup soulever un point d'attention, parce que comme je vous ai présenté au début, le code sur lequel a été entraîné ces outils, c'est du code qui a conduit au résultat de l'enquête, qui montrait que 96,8% des homepages n'étaient pas accessibles. Donc on peut se demander finalement de la qualité du code proposé par ces outils-là au regard de l'accessibilité. Alors mon propos, c'est pas du tout de vous dire d'utiliser ou de ne pas utiliser ces outils, mais plutôt de pointer leurs limites et du coup de garder à l'esprit un esprit critique et de se dire que ce sont que des outils à notre service dans une palette d'outils beaucoup plus vaste. Et l'objectif, c'est vraiment derrière de ne pas contribuer à exacerber les biais qui peuvent être existants. Alors dans mon équipe, nous pratiquons l'extreme programming dont l'une des valeurs fondamentales est le feedback. Et comme le rappelle le W3C, même si on va au plus haut degré d'exigence possible, eh ben, ça ne veut pas pour autant signifier qu'on va être accessible. C'est la raison pour laquelle le feedback est vraiment central. C'est-à-dire qu'il faut intégrer les utilisateurs le plus tôt possible et les utilisatrices afin de comprendre leurs besoins, de pouvoir les creuser si besoin et de pouvoir les tester. Alors, les personas peuvent être un premier angle d'attaque, mais également dans les phases de discovery et delivery, c'est vraiment central d'avoir des retours le plus tôt possible et de s'enrichir de ces retours-là. Dans les scénarios de test, c'est également une bonne occasion de se dire, voilà, mes tickets, je les teste uniquement en navigation clavier. Et si ça passe pas, et bon, on recommence, on itère. D'un point de vue juridique, les obligations en matière d'accessibilité en France sont traduites dans 2 articles fondateurs. L'article 47 de la loi de 2005 et l'article 106 de la loi de 2016. Alors dans ces 2 articles, ils font de l'accessibilité du numérique une exigence pour tous les services de l'État, mais également les organismes à mission de service public et les entreprises avec un chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros.
Et finalement, entre ces deux dates, il ne se passe pas grand-chose. Jusqu'à cette année où la France a décidé de traduire le texte, donc l'acte législatif européen sur l'accessibilité, qui avait été publié en 2009 en droit français. Alors aujourd'hui, tous les textes ne sont pas encore sortis, donc il reste des zones d'ombre. Ceci étant, le point central, c'est le périmètre qui a évolué. Donc l'obligation d'accessibilité du numérique est désormais étendue à toutes les typologies de services, de la téléphonie, du média audiovisuel, du e-commerce, du bancaire et du transport. Et la seule exception, ce sera les entreprises de moins de 10 personnes avec un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros. Alors pour celles et ceux qui souhaitent se lancer, je vous conseille tout d'abord de prendre de la hauteur sur vos parcours d'utilisatrices et d'utilisateurs pour identifier tous les débuts. Finalement, ce sont d'excellents candidats pour commencer à aborder le sujet, puisque si la première page n'est pas accessible, par exemple une page de login, même si toutes les autres le sont, pour vos utilisateurs, ça n'aura aucun impact, puis ils ne seront pas en capacité de pouvoir accéder aux pages suivantes. Je vous recommande également chaudement un livre, Accessibility for Everyone, de Laura Kalbach. La formation en ligne, qui est disponible sur le site du W3C, elle est gratuite, elle dure entre 16 et 20 heures. Et 2 blogs de Stéphanie Walter et la lutine du web qui regorgent d'exemples, d'outils que vous pouvez utiliser et qui sont vraiment très riches. Et pour conclure, du coup, j'espère vous avoir donné des pistes pour vous donner envie et vous montrer que chaque métier peut agir sur les questions d'accessibilité. Et j'aimerais conclure que même si elle est nécessaire pour certains, mais elle est également utile pour toutes et pour tous. Et qu'en l'intégrant finalement dans notre quotidien, on contribue à construire une meilleure expérience et à tendre vers davantage d'inclusion. Je vous remercie à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bonjour, du coup moi j'ai une question, je suis designer et il n'y a pas longtemps justement je cherchais, parce que je travaille beaucoup sur des applications mobiles et en fait j'arrive pas à trouver de critères spécialisés dans les applications mobiles. Et du coup voilà, je ne savais pas si le RG2A ou le W3C ils avaient des critères exclusivement pour ça, puisqu'il y a des choses qui sont différentes en termes de over, de prest, de choses comme ça. Alors, exclusivement, je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne pourrais pas l'affirmer. En tout cas, tous les critères s'appliquent également au mobile, que ce soit les contrastes comme je l'ai présenté, mais également le fait de pouvoir zoomer, etc. Donc, ça reste vrai, en fait, dans le cas des applications mobiles. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Je peux compléter ? Ah oui, je vous en prie. On a un référentiel d'évaluation de l'accessibilité des applications mobiles, et c'est au Luxembourg. Ok. ETA.lu et ça s'appelle le RAM. Ok, je connais pas, je vais aller voir du coup. Et qui se base sur le RG2A et le WCAG. Ok, merci beaucoup, je ne connaissais pas, je vais aller voir du coup. Bon je crois qu'il n'y a plus de temps. Mais merci à tous et puis je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.